Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Bonjour, bienvenue dans Question Voyage, le podcast où l'on répond à toutes vos questions pour vous aider à partir plus ou moins loin, l'esprit serein. Aujourd'hui, nous avons avec nous Lucie Azéma qui va répondre à nos questions depuis Palerme. Bonjour. Bonjour. Lucie, vous êtes autrice et journaliste, voyageuse au long cours. Vous avez notamment écrit 2 ouvrages, dont l'excellent « Les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ », publié en 2021 chez Flammarion. Dans ce nouvel épisode, on va aborder avec vous un sujet en lien avec le 8 mars, journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes et l'égalité. Cette question, elle est simple, c'est comment se lancer dans un voyage solo quand on est une femme ? Alors, première question de cet entretien, à partir des recherches que vous avez pu mener, mais aussi de vos propres impressions, le voyage solo féminin s'est-il démocratisé ? Ça y est, les femmes ont enfin envahi les routes du monde entier ? Alors en fait, historiquement, ça fait quand même assez longtemps qu'elles voyagent. On a même les premières traces d'un récit de voyage en tant que forme littéraire. Ça date de l'Antiquité. C'était une femme qui s'appelait Égéria et qui a produit en fait des lettres où elle racontait son voyage en Terre Sainte. Donc c'est la première forme littéraire de récit de voyage. Donc les femmes ont toujours voyagé. Après, elles n'ont pas autant voyagé que les hommes parce qu'elles avaient des empêchements qui étaient dus à leur sexe. Donc oui, les femmes voyagent plus qu'avant. Ça s'est démocratisé. Après, ce que j'ai pu remarquer de par les lectrices que je rencontre ou les voyageuses que je rencontre sur la route, en fait, il y a beaucoup de très jeunes voyageuses, entre, disons, 20 ans, début de la trentaine. Et ensuite, il y a un trou. Et ensuite, ça recommence, beaucoup de voyageuses autour de la cinquantaine, la soixantaine. Et il faut pas réfléchir très longtemps pour savoir ce qui se passe entre les deux. Et c'est la question de la maternité qui est encore un empêchement pour les femmes elles vivent ça comme un empêchement à voyager. La plupart s'empêchent de voyager quand elles ont des enfants, notamment des enfants en bas âge. Mais du coup, quand on est une femme, malgré tout, on peut voyager facilement avec des enfants ou ça reste très compliqué ? Alors moi, j'ai pas d'enfants, donc je peux pas répondre de moi-même. Il y a malheureusement pas d'ouvrage encore sur cette question-là. Souvent, c'est des récits qui ont été soit écrits au début du XXe siècle, soit qui ont été faits par des familles qui ont voyagé. Je lance un appel aux auditrices qui nous écoutent. Il faut que quelqu'un écrive vraiment ce livre. Après, ce que j'ai pu constater quand je pose la question à des femmes autour de moi, c'est que voyager avec un enfant, ça ouvre encore d'autres portes et que les gens en fait viennent vers nous. Ça crée comme vraiment une bienveillance totale, surtout dans les pays où la maternité est encore quelque chose de très important. Enfin, en tout cas, le rapport aux enfants, une femme qui a des enfants, il y a encore beaucoup de pays où c'est quelque chose de très mis sur un piédestal, dans le bon sens du terme. Et donc, en cela, ça ouvre des portes. Mais j'ai pas cette expérience-là personnellement, mais d'après ce que j'ai compris, ça amène des problèmes logistiques, mais ça amène aussi des avantages. Ça favorise finalement certaines rencontres. Oui. Et ce qui est important de dire, c'est que souvent, en fait, dans l'histoire, encore une fois, les femmes ont beaucoup voulu voyager pour échapper à la maternité. Et il y en a beaucoup qui en parlent, je pense à Alexandra David-Néel ou d'autres, ou Ella Maillard, et qui ont voulu échapper au mariage et donc à la maternité en voyageant. Après, on a eu les voyageuses qui ont voyagé en laissant leurs enfants, beaucoup en les abandonnant. Il y a eu notamment 19e, début du 20e. Et une autre série de voyageuses qui est plus présente maintenant, c'est les femmes qui voyagent avec leurs enfants ou qui laissent leurs enfants quelques semaines, ce qu'ont toujours fait les hommes. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'en fait, l'homme qui voyage et qui a des enfants, parfois qui a plusieurs enfants, je pense à Pierre Loti notamment, qui avait une famille adultère, donc des enfants avec plusieurs femmes, laisser leurs enfants, ça a toujours existé. Par contre, la voyageuse qui laisse ses enfants et qui ramène des souvenirs, c'est beaucoup moins présent dans l'imaginaire collectif. Mais heureusement, les choses changent. Et il y a aussi une autre question qui est abordée par beaucoup de femmes qui ont du mal à se lancer, c'est la question de la sécurité. Comment on arrive à les rassurer par rapport à ça ? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très présent et je pense que toutes les femmes qui voyagent, et notamment qui voyagent seules, se sont posé cette question, même quand elles ne voyagent pas seules, c'est-à-dire qu'elles voyagent avec une autre femme. Parce que là, quand je dis voyager seule, c'est vraiment dans cette idée de voyager sans homme. C'est ça, l'idée de la femme qui voyage seule. En fait, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. La première, c'est statistiquement, le lieu le plus dangereux pour les femmes, c'est le foyer. C'est pas du tout le voyage, c'est pas du tout le mouvement. Et pourtant, on va jamais mettre en garde des jeunes filles en disant attention, ne te marie pas, tu risquerais de mourir. Alors que statistiquement, en fait, ça serait beaucoup plus réel. Et ensuite, il n'y a pas plus d'accidents en voyage. Être une femme dans l'espace public,
c'est dangereux de manière générale. Malheureusement, c'est comme ça. C'est plus dangereux que d'être un homme, en tout cas. Quand une femme voyage, quand elle se met en mouvement, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Et souvent, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec la question de la maternité. Il y a un regard sur la voyageuse, je parle bien vraiment de l'étrangère dans un pays, qui est totalement différent. Et elle se soustrait, en fait, en quelque sorte, à son genre, à son sexe, quand elle voyage. Et en cela, ça la protège. Plus que dans une vie plus sédentaire. Et beaucoup de voyageuses ont parlé de ça, du fait que tous les problèmes qu'elles avaient eus qui étaient liés à leurs conditions de femme, la plupart du temps, c'était dans des villes où elles vivaient de manière plus sédentaire. Donc, par exemple, si je prends mon cas, j'ai eu beaucoup plus de problèmes dans des villes comme Paris ou Nantes ou autres qu'en voyage. Où vraiment, les problèmes que j'ai eus, notamment des agressions par des singes ou des choses comme ça serait arrivé à un homme, en fait, de manière générale. Et aussi, ce que je veux dire, c'est que, et je m'en réjouis pas, c'est ce que je dis toujours, mais c'est qu'il arrive, en fait, des problèmes à des hommes au voyage aussi. Comme il arrive des problèmes à des femmes, il y a des drames. Sauf qu'on le dit beaucoup moins aux hommes, on les met beaucoup moins en garde. Et en fait, à force de siècles de mise en garde des femmes, ça a reproduit une sorte d'enfermement. Donc c'est plus un enfermement par « tu ne possèdes pas de passeport à ton nom » ou « je t'enferme avec une clé sur une porte ». En tout cas, en Occident, ce n'est plus le cas. Mais par contre, une sorte de bienveillance très patriarcale, mais bienveillance tout de même, disons-le, qui en fait va vraiment enfermer les femmes et les empêcher de voyager. Et moi je l'entends tous les jours, des femmes qui me disent mais moi j'ai peur de voyager, j'ose pas, surtout des très jeunes femmes. Et en fait cette vision des choses, qui est le premier empêchement au voyage pour les femmes, ne résiste pas à sa confrontation avec la réalité. Ce n'est pas vrai que c'est plus dangereux pour une femme de voyager. Et c'est d'ailleurs ce que vous évoquez dans votre livre, c'est qu'on développe aussi certaines aptitudes, certaines compétences, on fait beaucoup plus confiance à notre instinct, on arrive à mieux appréhender l'environnement autour de nous. Tout à fait, on s'écoute plus et à titre personnel, c'est vraiment ça qui m'a tellement libérée dans le voyage et c'est pour ça que je suis tombée dans la marmite très tôt, c'est que en fait pouvoir se réapproprier cette intuition, quelque chose dont on a été tellement coupé depuis qu'on est petite fille, où les filles sont tellement sociabilisées par la peur, par la prudence, par le fait de se méfier de l'extérieur, parfois à juste titre, mais c'est comme une double peine en fait. Ça paraît vraiment étrange de dire ça, mais je pense que toutes les femmes qui écoutent comprennent, de pouvoir se rendre compte qu'en fait on peut compter sur soi. C'est aussi simple que ça. Et qu'on trouve des solutions, et qu'il nous arrive pas beaucoup plus de problèmes quand on est seul, en fait. Ça a été une libération inouïe dans ma vie, et je n'ai trouvé ce sentiment dans aucune autre activité que le voyage. Et est-ce que vous avez un conseil, justement, quelque chose à dire aux femmes qui auraient cette peur de l'insécurité ? Le seul conseil que j'ai à donner, c'est d'essayer. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, puisque, en fait, qu'est-ce qui peut aider à essayer ? C'est de se dire que c'est un peu l'idée de l'exergue que j'avais mis dans mon premier livre, c'est que dans une situation qui est la nôtre, est-ce qu'un homme dans cette même situation se poserait les mêmes questions que nous ? Si la réponse est non, c'est qu'il faut y aller. Ensuite, si on n'arrive toujours pas à se rassurer, il y a des moyens. Maintenant, en plus, avec Internet, on peut trouver des communautés de femmes qui voyagent. On peut se mettre en contact avant. On peut essayer de parler avec des femmes qui sont dans une ville et essayer de programmer des cafés, des choses comme ça. Envoyer des mails, poser des questions, rentrer en contact. Il peut y avoir des communautés de voyageuses qui sont rassurantes. Après, je pense que à terme, en fait, il faut se libérer de ça aussi parce qu'en fait, les femmes et les hommes voyagent exactement de la même manière. Ce qui est la grosse différence, c'est l'impulsion à voyager, qui est beaucoup plus difficile à mettre en place quand on est une femme et notamment quand on est jeune. Il y a aussi une autre question qui est aussi au cœur du voyage, c'est la question de la solitude. Parfois, on hésite à se lancer dans un voyage en solo à cause de ça. Est-ce qu'il y a peut-être des conseils, des solutions que vous donnez pour justement ne pas la subir, cette solitude ? Alors, la solitude, c'est vrai que c'est quelque chose où chaque voyageuse un peu négocie son rapport à la solitude. Il y en a qui aiment rester des jours entiers sans presque croiser personne dans de la nature parfois hostile et jusqu'à approcher à des formes de folie parce que quand on voit personne pendant 5 jours l'esprit tourne tout seul, et d'autres qui ont besoin justement de cette communauté dont je parlais. Je pense qu'il faut tester, il faut commencer par des villes, voir déjà d'être enfermé seul dans une chambre d'hôtel ou dans une auberge dans une ville étrangère, c'est une nouvelle expérience de solitude quand on voyage. Et donc d'essayer petit pas par petit pas. Ensuite, on n'est jamais seul quand on voyage. On rencontre toujours des gens, il y a toujours des gens qui viennent nous parler. Évidemment, ça dépend des pays, ça dépend des cultures, ça dépend de notre personnalité aussi. Il y a des
Je suis bien consciente que c'est plus ou moins facile pour certaines personnes. Si on veut pas aller à l'hôtel, on va dormir dans une auberge et on va faire des rencontres. Si on est seul en voyage, c'est qu'on l'a consenti et donc c'est très agréable. Oui, finalement, ce que vous dites, c'est qu'à travers le voyage, on reprend un peu en main notre destin, si je puis dire. Oui, on reprend notre destin et ce qu'on disait tout à l'heure, notre intuition, notre rapport au corps aussi, on n'en a pas parlé, mais ça fait partie aussi de la libération, de voir qu'on est un corps qui peut marcher, qui peut être fatigué, qui peut porter des choses, je pense aux valises par exemple, la question des règles en voyage, tout ça, enfin c'est un autre rapport au corps, le rapport à l'esthétique, au maquillage, à l'épilation, aux vêtements, tout ça est complètement renégocié en voyage et ça fait aussi partie du bonheur, je trouve, du voyage. Vous l'avez justement évoqué, la question des règles, c'est une question que je me posais justement. Est-ce que vous avez des conseils pour mieux les vivre en voyage ou en tout cas mieux les anticiper ? C'est de la logistique. Ça dépend ce qu'on fait. Quand on voyage si on est dans des villes, en fait, c'est assez simple. Si on est adepte des tampons, c'est vrai que ça n'existe pas dans tous les pays du monde. Enfin, il y a des pays où justement, là où la question de la virginité est très tabou, on trouve difficilement des tampons parce qu'il y a toujours cette croyance qu'on va perdre sa virginité si on met un tampon. Après, c'est plus dans tout ce qui est voyage, randonnée, les choses. Ça fait partie des problèmes en plus de la voyageuse. C'est de la logistique à mettre en place. Il faut y penser. Si ça tombe pendant nos règles, il faut y penser. Ouais. Et vous parliez justement des bagages. C'est quoi le plus important à mettre dans sa valise ? Alors, moi je dirais un tout petit objet qui nous rappelle aussi quelque chose d'agréable, parce que justement quand on parlait tout à l'heure des moments de solitude, parce que le voyage c'est pas toujours un moment agréable, on a beaucoup de moments un peu de tristesse, enfin beaucoup, on a régulièrement des moments de tristesse qui sont pas faciles, donc d'avoir des objets qui nous font plaisir ou de la nourriture qu'on peut pas forcément trouver dans ce pays et qu'on a ramené de France et qui peut nous aider. Après moi ce que je préconise toujours c'est d'avoir comme un grand foulard ou un grand paréo, parce que ça sert absolument à tout selon les pays. Donc ça sert soit à manger par terre si on a besoin, ça sert en couverture en plus si on a besoin, ça sert à se protéger du soleil, ça sert pour visiter des églises orthodoxes ou pour visiter des mosquées. Et je trouve que c'est vraiment l'accessoire qui m'a toujours servi, même en sachant pas à l'avance que ça allait me servir. Peut-être aussi, vous l'avez un peu évoqué en début d'entretien, c'est est-ce qu'il y a des lectures que vous conseillez justement pour aider de futures voyageuses à se lancer ? Il y en a beaucoup que j'aurais envie de conseiller, ça c'est toujours très, très difficile comme question. Ça dépend où on va, mais de lire des voyageuses qui sont allées dans les pays qu'on veut visiter. Je pense par exemple si on veut aller en Inde ou en Asie de façon générale, par exemple lire Alexandra David-Nel, c'est pas une mauvaise idée. Ou Ella Maillard si on va en Asie centrale. Il y en a beaucoup, je pense à Isabelle Eberhardt, enfin il y en a vraiment énormément. Et d'essayer de trouver un peu celles qui nous correspondent, parce qu'elles ont toutes des personnalités différentes, et c'est un peu de lire de façon très large et d'essayer de se retrouver avec elles. Et moi, elles ont toujours fonctionné comme des totems pour moi, de me dire, voilà, elles ont eu des galères, elles ont eu ce problème-là, et moi j'ai ce problème-là à ce moment-là, mais je vais m'en sortir. Et de lire aussi de la littérature du pays, donc pas forcément des femmes, mais de lire des traductions du pays, là où on voyage, ça aide aussi à un peu se faufiler dans la culture. Peut-être ça va être une question un peu difficile pour vous. On va parler un peu d'inspiration. Avez-vous des idées de destinations dans lesquelles on peut se rendre pour un premier voyage en solo ? Alors, si on a peur de la distance et vraiment du choc culturel, d'aller quelque part en Europe, ça peut être un bon début. Après, honnêtement, tout ce qui est Asie du Sud-Est, même pour des premiers voyages, c'est vraiment des cultures qui sont très faciles où voyager quand on est seul. Et donc ça peut être un bon premier voyage en solo, si on est un peu timide encore. Après, la vraie meilleure destination, c'est d'aller là où on a très très envie et où ça nous chatouille dans le ventre en fait, tout simplement, où ça nous fait vraiment rêver. Je pense que c'est ça la meilleure destination, c'est là où on sera le mieux. Et aussi tout ce qui concerne les injonctions des réseaux sociaux, ça aussi on laisse tomber. Oui, de tout ordre que ce soit les lieux instagrammables comme on dit, c'est quand même dingue qu'on ait même un mot pour ça. Ou pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de l'esthétique, prenez une belle photo de vous, une seule pour la voir et pour la poster, c'est très important, et après on oublie tout ça et on vit le voyage. Et du coup, notre dernière question, un petit conseil pour la route ? Ça c'est dur. D'apprendre des mots aussi du pays, on n'en a pas parlé. D'apprendre un peu de quelques phrases, quelques formules de politesse, de la langue. C'est un plaisir pour le cerveau et c'est un plaisir pour les gens qui vous rencontreront. Donc
Donc pareil, on lit des livres de préférence du pays dans lequel on va aller, on apprend quelques mots et puis surtout, on n'a plus peur et on se lance. Exactement. On oublie ses peurs. On la garde dans sa poche parce que c'est une protectrice aussi, la peur, donc faut pas complètement la bannir. Mais en tout cas, on la met un peu en sourdine. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Lucie, pour tous vos conseils. Je le répète, vous êtes journaliste et autrice. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vincelot, journaliste au Figaro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro, et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.